Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on se prépare pour l'Halloween et on veut s'assurer qu'il y a assez de bonbons disponibles pour tout le monde. Donc on vous présente le jeu Candy Lab, un jeu édité en 2020 chez Funny Fox Games et qui est distribué au Québec par Randolph. On voudrait d'ailleurs remercier Randolph qui nous a envoyé cette copie de jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Thomas Daned qui se joue de 2 à 4 joueurs et dont les parties vont durer environ 15 minutes. Le but du jeu est de marquer le plus de points de victoire. On est dans une usine qui fabrique des sucres d'orge et on va tenter de jouer des cartes pour remplir des commandes et essayer de marquer le plus de points possible. À chaque fois qu'on va ramasser des bâtonnets sur la rangée centrale, on va pouvoir activer les pouvoirs de ceux-ci pour nous donner des avantages et surtout embêter la compétition pour tenter de devenir le maître confiseur. Alors, Candy Lab, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on va donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois d'octobre 2020. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va prendre tous les bâtonnets de sucre d'orge, on va les placer un à la suite de l'autre de façon aléatoire pour former une rangée de bâtonnets de sucre d'orge qui représente le convoyeur de l'usine à bonbons. On va ensuite mélanger les cartes commandes et on va les placer sur la table pour former une pioche et on va révéler les 3 premières cartes de cette pioche qu'on va placer face visible sur la table. On va aussi placer sur la table la carte sucre d'or. Chaque joueur va piocher une main de départ de 5 cartes et on va aussi prendre un aide de jeu pour se rappeler les différents icônes des pouvoirs des bâtonnets de sucre d'orge. Et on va déterminer un premier joueur, c'est le dernier joueur qui a mangé des bonbons qui va débuter la partie. Une partie de Candy Lab se joue à tour de rôle. À son tour de jeu, un joueur va jouer une des cartes de sa main pour pouvoir montrer un schéma de bâtonnets de sucre d'orge et il va aller chercher les bâtonnets sur la rangée centrale qui correspondent à ce schéma pour les placer dans sa zone de jeu. Les cartes commandes et les bâtonnets vont marquer des points de victoire et en plus de cela, certains des bâtonnets, en fait la majorité des bâtonnets vont avoir des icônes qui vont leur donner accès à un pouvoir que le joueur pourra utiliser selon les bâtonnets qu'il a choisis. Les pouvoirs vont permettre de donner un avantage au joueur ou d'aller embêter ses adversaires. La partie va se continuer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucun bâtonnet de sucre d'orge au centre de la table ou bien qu'il n'y ait plus de cartes dans la pioche de cartes commandes. À ce moment-là, on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. À son tour de jeu, un joueur a accès à faire l'action A, qui est de jouer une carte de sa main, ou l'action B, qui est de remettre des bâtonnets au centre de la table. Si jamais le joueur est dans l'impossibilité de faire l'action A ou l'action B, il aura accès à l'action C, qui lui permettra tout simplement d'aller piocher une carte et l'ajouter dans sa main. Donc pour l'action A, le joueur va révéler une carte de sa main et va la placer devant lui. Sa carte va lui révéler un schéma avec différentes couleurs et un certain nombre de bâtonnets de sucre d'orge et il va aller chercher ces bâtonnets. Il faut que les bâtonnets soient adjacents avec les bonnes couleurs dans la ligne centrale. Donc ici, j'ai 2 bâtonnets bleus. Donc je pourrais prendre les 2 bâtonnets bleus qui sont ici et les placer dans ma zone de jeu. On va ensuite resserrer la rangée centrale. On va recoller les bâtonnets pour faire une seule rangée au milieu. Les joueurs vont se faire une pile de cartes commandes devant eux et à chaque fois qu'ils vont rajouter une carte commande, ils vont la mettre par-dessus. Donc c'est seulement leur dernière carte commande accomplie qui est visible. Certains effets de jeu vont pouvoir affecter cette carte. Les 2 bâtonnets bleus qu'on vient de recruter ont chacun un pouvoir. On voit qu'il y a un signe plus et un signe moins sur l'autre bâtonnet. Donc le joueur peut maintenant activer les pouvoirs de ces 2 bâtonnets dans l'ordre de son choix. Pour le signe plus, il va aller piocher une carte parmi les 3 qui sont révélés sur la table ou de prendre la première carte de la pioche. Disons qu'il veut cette carte-ci, il la prend et l'ajoute dans sa main et à ce moment-là, on va ajouter une 3e carte face visible sur la table. Pour le symbole moins, il va faire défausser de façon aléatoire une carte à un de ses adversaires. Donc on pourrait défausser la carte qui est ici. On ne formera pas de défausse, les cartes seront tout simplement remises dans la boîte de jeu. Et lorsque le joueur a terminé d'utiliser les pouvoirs de ses bâtonnets, ça va mettre fin à son tour de jeu et on va passer au tour du joueur suivant.
qui lui aussi décide de faire l'action A. Il va donc jouer une carte commande de sa main. Il va jouer cette carte-ci. Je vais la mettre dans le sens pour que vous la voyez. Donc il peut aller chercher un bâtonnet bleu, un bâtonnet rose et un bâtonnet jaune. Mais on peut aussi retourner la carte de l'autre côté. Donc on pourrait aller chercher un bâtonnet jaune, un bâtonnet rose et un bâtonnet bleu dans la rangée centrale. Il va donc aller chercher ces 3 bâtonnets, donc jaune, rose et bleu, tels qu'indiqués sur sa carte commande. Il va venir les placer dans sa zone de jeu. On va ensuite resserrer la rangée centrale. Et maintenant, il va pouvoir activer les pouvoirs de ces 3 bâtonnets qui sont les 3 autres pouvoirs qu'on n'a pas encore vus. Commençons par son bâtonnet jaune. Donc, on a le symbole d'une carte avec un X. À ce moment-là, on va faire défausser la dernière carte jouée par un de ses adversaires. Donc, dans ce cas-ci, seulement l'autre joueur qui a joué. Donc, je vais lui faire défausser sa carte. Ça veut dire qu'il ne marquera pas ses 2 points en fin de partie. Et la carte sera remise dans la boîte de jeu. Pour son bâtonnet rose avec le symbole de la double flèche, il va pouvoir échanger ses cartes avec celles d'un autre joueur. Donc on va échanger notre main de carte tout simplement avec un autre joueur. On peut même faire cet effet de jeu si on a 0 carte en main. À ce moment-là, on va prendre les cartes de notre adversaire et il va pouvoir se garder une carte aléatoire parmi celles-ci. Et pour le bâtonnet bleu, la petite flèche de retour, on va faire retourner à un adversaire un bâtonnet de cette même couleur, donc un bâtonnet bleu, dans la rangée centrale. Donc je pourrais dire à mon adversaire de retourner ce bâtonnet au centre. On doit le mettre dans une des 2 extrémités, donc soit ici ou ici, sur la rangée centrale. Et on passe ensuite au tour du 3e joueur qui lui aussi va décider de faire l'action A, de jouer une carte de sa main. Il va jouer cette carte-ci. On voit qu'il y a un bâtonnet rose et un bâtonnet des 3 couleurs. On a donc des bâtonnets Joker. On peut lui associer la couleur de notre choix. Donc je peux aller chercher 2 bâtonnets, un rose et un de n'importe quelle couleur. Donc je vais décider de prendre ces 2 ici. Donc un rose et un jaune pour mon Joker. Et on va activer les pouvoirs de ces bâtonnets par la suite. Donc ici le bâtonnet à 3 points de victoire n'a aucun pouvoir, mais mon bâtonnet ici a une flèche avec un plus. Donc je peux piocher une carte. Donc je vais piocher cette carte-ci pour ajouter dans ma main. Et on va ensuite en révéler une autre sur la table. Plus la partie va avancer, plus les joueurs vont jouer de cartes, vont réclamer des bâtonnets, mais ils ne piochent pas de cartes, donc ils vont avoir de moins en moins de cartes en main. À un moment donné, les joueurs devront faire l'action B pour pouvoir piocher de nouvelles cartes. Pour effectuer l'action B, les joueurs doivent avoir des bâtonnets devant eux et ils vont prendre de 1 à 3 de leurs bâtonnets et ils vont aller les remettre dans la rangée centrale. On va ensuite cumuler les points qui sont indiqués sur les bâtonnets qu'on remet. Donc si je veux exemple remettre mes 2 bâtonnets roses sur la rangée centrale, chacun a une valeur de 1, donc j'ai donc une valeur de 2, ça va me permettre de piocher 2 cartes et mes bâtonnets devront être replacés aux extrémités de la rangée centrale et je peux aussi les séparer, en placer un à chacune des 2 extrémités. Maintenant, j'ai une somme de 2 en bâtonnets que j'ai remis au centre, ce qui me permet de piocher 2 cartes. Je pourrais piocher celle-ci pour ajouter dans ma main. Ensuite, on va la remplacer et je pourrais prendre la première ici et l'ajouter dans ma main. Si jamais pendant la partie, un joueur n'a plus de cartes en main et qu'il n'a plus de bâtonnets devant lui, à ce moment-là, il ne peut pas faire l'action A qui est de jouer des cartes et il ne peut pas faire l'action B qui est de remettre des bâtonnets. À ce moment-ci seulement, le joueur aura accès à l'action C qui lui permettra de piocher une carte. Donc il peut prendre une carte face visible ou prendre la première carte de la pioche. Et la partie va se continuer ainsi, les joueurs vont continuer à alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'on déclenche la fin de la partie. Ceci peut arriver de 2 façons. La première façon, c'est si jamais on pioche la dernière carte face cachée de la pioche de carte commande. À ce moment-là, ça va déclencher la fin de la partie. Ou si jamais un joueur venait à réussir à prendre les derniers bâtonnets qui sont au centre, à ce moment-là, ça va déclencher la fin de la partie. Et ce joueur va même remporter le sucre d'or qui vaudra 3 points à la fin de la partie puisqu'il a pris les derniers bâtonnets au centre. Ensuite, on va passer au décompte final des points. Les joueurs vont tout simplement additionner les valeurs qui sont au centre de chacun des bâtonnets qui sont dans leur zone de jeu et ils vont ajouter cela, les valeurs numériques de toutes les cartes qui sont dans la pile de cartes devant eux pour faire leur score final. Le joueur qui est en possession de la carte sucre d'or va ajouter 3 points à la valeur de son score. Le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur et grand maître confiseur. Et si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de points avec les bâtonnets. Sinon, on aura une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Candy Lab. Je vous reviens avec mon opinion personnelle.
Qu'est-ce que je pense de Candy Lab? Premièrement, on va regarder les côtés positifs. C'est une belle production, les cartes sont de très bonne qualité aussi. Les petites barres de sucre d'orge en plastique sont le fun à manipuler, sont grosses aussi. On voit bien l'écriture, le nombre de points, les symboles aussi pour les pouvoirs qui sont inscrits dessus. Donc le matériel, vraiment, la production, c'est vraiment très très bien. Sinon, le visuel du jeu aussi, c'est bien fait, c'est des belles couleurs, c'est coloré, tout ça, ça nous donne faim quand on joue à ça, parce qu'évidemment on a des bonbons dans la face pendant 15-20 minutes, donc on salive un petit peu à l'idée de voir tous ces bonbons défiler devant nous, puis on aurait le goût d'en manger en jouant, fait que c'est bon signe, ça veut dire que les illustrations donnent vie à ce jeu-là. Le thème, même si c'est pas super présent dans le jeu, j'ai trouvé que c'était un thème qui était original, qui était sympathique. Je suis moi-même un gros fan de friandises et de bonbons. C'est vraiment ma kryptonite ça dans la vie de manger des bonbons. Donc je trouvais ça sympathique d'avoir un jeu qui tournait autour de cette thématique-là. Sinon, pour le gameplay, c'est très simple. Les joueurs ont accès généralement à 2 actions. Soit je vais jouer une carte, ramasser des bâtonnets, faire les pouvoirs, ou je vais remettre des bâtonnets pour pouvoir piocher des cartes. On fait souvent ça quand il nous reste une ou plus de cartes, évidemment, parce qu'on peut plus en jouer. Donc, c'est pas compliqué à notre tour de jeu. On se casse pas trop la tête non plus. C'est assez évident avec les cartes qu'on a aussi, qu'est-ce qu'on peut aller ramasser. On le voit rapidement devant nous parce qu'il n'y a pas de 10 000 combinaisons qu'on peut ramasser selon les couleurs que sur nos cartes. C'est le fun aussi de voir les petits combos qu'on peut faire avec les pouvoirs des bâtonnets. Donc, je vais aller chercher ces deux-là, ça va me permettre de piger 2 cartes. Comme ça, si je pige des cartes, j'aurai pas besoin de remettre de bâtonnets. Fait qu'il y a des choses intéressantes aussi. C'est un jeu aussi très interactif parce qu'il y a beaucoup des pouvoirs des bâtonnets, c'est d'attaquer les autres joueurs. Je te fais défausser une carte de ta main, je te fais défausser une carte que tu as jouée, fait que c'est comme si je t'enlevais des points. Je te fais remettre des bâtonnets au milieu, fait que c'est très très interactif, mais il faut aimer jouer du coude dans un jeu parce que c'est le genre de jeu qu'on peut se faire attaquer pas mal, puis on peut perdre des cartes, des bâtonnets, on peut perdre beaucoup de points. Donc il faut aimer ce petit côté-là, mais pour ceux qui aiment l'interaction dans les jeux, c'est très présent, c'est même au cœur du jeu. C'est le fun aussi d'avoir la petite carte d'aide de jeu pour les 5 sortes de pouvoirs. Fait que c'est un bel aide de jeu qui est facile à regarder. Puis après une partie, pour vrai, on va les connaître les 5 pouvoirs. Fait que juste avec les symboles qu'on va voir sur les sucres d'orge, on va être capable de se souvenir, ah oui, le plus, je pige une carte, le moins, je fais enlever une carte, etc. Fait qu'il n'y a pas trop de pouvoirs. Il y en a juste assez pour rendre ça intéressant. S'il y en avait eu 10, ben là, à un moment donné, ça fait beaucoup de choses à retenir. Fait que 4-5 pouvoirs dans ce genre de jeu-là, je pense que c'est un sweet spot pour le nombre de connaissances et de règles qu'on a à savoir. Ensuite, c'est un jeu qui a une petite variante à 2. À 2, on va avoir une espèce de main fantôme. On va avoir un 3e joueur fantôme qui va avoir une main de carte qui est là pour, si on joue le bâtonnet, qui nous permet d'échanger les mains. Vu qu'on a juste un adversaire, là, on peut échanger avec la main fantôme. Fait que c'est une mini variante à 2. Est-ce que c'était tant nécessaire? Est-ce que ça rend ça plus intéressant à 2? Pas nécessairement, mais c'est présent dans le jeu. C'est un jeu très rapide à jouer. C'est définitivement un jeu qui rentre dans la catégorie des fillers, donc les jeux qu'on joue entre les gros jeux ou les jeux qu'on joue en début, en fin de soirée. Donc c'est vraiment des jeux rapides, 15-20 minutes, on a le temps de faire une partie. C'est simple, ça peut aussi être un jeu familial parce que c'est pas long, c'est facile à embarquer, puis il n'y a pas nécessairement de texte à lire, quoi que ce soit pour les enfants. Fait qu'une fois qu'ils ont compris avec les couleurs des bâtonnets, une fois qu'ils ont compris les symboles avec les pouvoirs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça, mais ça peut devenir aussi un jeu familial avec ces belles qualités-là. Sinon, pour les côtés négatifs, c'est un jeu, comme j'ai dit tantôt, qui a beaucoup d'interactions, qui a beaucoup de dans ta face. Puis j'ai trouvé que c'est peut-être un peu trop dans ta face pour mes goûts personnels à moi. Donc dans ce jeu-là, c'est sûr que si tu joues à plusieurs joueurs, ben là il y en a 2-3 qui peuvent t'attaquer, tu peux perdre plein de points dans un tour de jeu. Puis comme la partie n'est pas très longue, tu n'as pas nécessairement le temps de te rebâtir, d'aller rechercher ces points-là par la suite. Donc ça peut être assez destructeur comme interaction. Donc pour moi, ça l'était peut-être un peu trop à ce moment-là pour le côté Take That. Sinon, pour le nombre de joueurs, définitivement, c'est un jeu qui est plus le fun à 3 à 4 qu'à 2. Parce que justement, c'est un jeu qui est fait pour l'interaction avec plusieurs personnes, puis de s'attaquer, puis de s'enlever des choses, puis se picosser un petit peu. Donc pour moi, je pense que c'est un jeu qui est vraiment optimal à 3-4 plutôt qu'à 2 joueurs. Donc si vous avez l'optique de jouer souvent à 2, c'est peut-être pas le meilleur jeu pour cette situation-là. Sinon, pour la rejouabilité, j'ai l'impression que c'est un jeu qu'on fait rapidement le tour. Fait que j'ai pas l'impression que c'est un jeu que je ressortirais si souvent que ça. Parce qu'on fait rapidement le tour, c'est tout le temps les mêmes pouvoirs, les mêmes cartes, les mêmes ça. Donc, il n'y a pas tant de variété d'une partie à une autre. Somme toute, Candy Lab, c'est un jeu que je vais donner la note de C+. Pour moi, c'est un jeu qui est correct, un jeu qui va être le fun à jouer de temps en temps.
parce qu'il est simple, il est le fun à manipuler, il y a un plaisir à le jouer. C'est définitivement un jeu qui fit dans les jeux d'ambiance, de party. On est dans un café, un pub ludique, c'est le genre de jeu qu'on sortirait puis qu'on joue. Donc si on avait nos soirées d'animation encore qu'on fait dans les bars ici dans la région, ben c'est clairement un jeu que je vais traîner dans mon sac à dos quand je vais retourner faire des soirées d'animation dans les bars. Parce que c'est le contexte idéal pour ce genre de jeu-là, un jeu qui est facile à prendre en main, on s'attaque, on se picasse, on prend une bière entre amis, on se fait du fun, donc il va vraiment fitter dans cette situation-là. Mais pour mes goûts personnels à moi, j'ai trouvé peut-être que le dans ta face était peut-être un peu trop présent dans ce jeu-là, mais heureusement, vu que le jeu est rapide, c'est peut-être plus facile à pardonner qu'un jeu qui aurait une longue durée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois d'octobre 2020, concours dans lequel vous pourriez gagner le jeu Fantastic Factories. La question du jour est la suivante, évidemment, comme l'Halloween s'en vient cette semaine. La question du jour, quel est votre bonbon favori? Donc, écrivez-nous ça en commentaire YouTube sous la vidéo. Pour ma part, si j'avais à y répondre, ce serait définitivement les mini-eggs qui gagneraient la palme de la meilleure friandise, du meilleur bonbon. J'aime tout ce qui est chocolat, tout ce qui est jeu, mais les mini-eggs, on dirait qu'ils mettent quelque chose là-dedans, qu'on est comme accro puis qu'on mange le sac d'un seul coup. Bref, c'est ma friandise préférée, donc laissez-nous la vôtre en commentaire YouTube pour participer au concours. Et si vous êtes supporteur de Patreon, nous supportez sur notre Patreon pour 5$, vous aurez aussi une participation automatique au concours. Donc bonne chance à tous. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer.